c'est avec un plaisir non dissimulé que je vous retrouve pour ces nouvelles échappées belles. Vous avez peut-être reconnu le personnage à l'effigie duquel cette magnifique montgolfière est décorée. Vous le savez, de temps en temps, nous aimons marcher sur les traces de personnages célèbres et inspirants. Et cette semaine, je vous propose un voyage à la découverte de l'univers d'Antoine de Saint-Exupéry. Écrivain, poète, voyageur et aviateur, Saint-Ex représente à lui tout seul l'engagement et le romantisme du voyage. Chaque être possède 10 000 mètres de ciel pur au-dessus de la tête. C'est Saint-Ex qui disait ça. Et moi, je peux presque toucher les nuages grâce à cette magnifique montgolfière. Et tout ça, c'est grâce à toi, Franck. Tu es un amoureux de Saint-Exupéry. C'est exact. Et c'est vrai que cette passion vient de mon enfance, de ces vacances scolaires que j'ai passées 2 ans de suite au château de Saint-Maurice-de-Rémance, la propriété de la famille d'Antoine, et j'ai découvert le Petit Prince. On est dans cette culture Saint-Ex, ses exploits, sa vie qui a été une vie hors norme. Et cette montgolfière alors, raconte-moi, elle est née comment ? Alors d'abord, la passion de l'aérostation m'est venue aussi presque parallèlement à celle de Saint-Ex. Et pour moi, il était évident qu'il fallait absolument qu'on ait un ballon aux couleurs du Petit Prince. Bah oui. Nous allons partir à la rencontre de ces héritiers de cœur et de sang et évoquer les grandes étapes qui ont jalonné sa vie absolument passionnante. Dis-moi Franck, Lyon, c'est dans quelle direction? Parce que j'ai rendez-vous là-bas maintenant. Lyon, c'est tout droit à 50 km à vol d'oiseau. Merci pour ce vol. Wouhou! Un voyage sur les pas de Saint-Exupéry est forcément plein de surprises. Il y a des traductions assez rigolotes, comme une traduction en hiéroglyphe qui existe. Et puis, il y a des traductions absolument symboliques, comme celle en khmer. Waouh, que vous êtes belle! N'est-ce pas? Et je suis née en même temps que le soleil. De Lyon à Marseille, en passant par Toulouse. Saint-Ex, il disait, le plus beau métier d'homme... C'est le métier d'unir les hommes. Ouais, et tout part de Toulouse. Je suis certain que les gens qui habitent un lieu, qui le fréquentent, l'enrichissent. Je vais rencontrer des gens inspirés par la vie et par l'œuvre de Saint-Ex. Je dirais que si moi, j'ai pu commencer à 50 ans, n'importe qui, homme ou femme, peut se mettre à la voltige si ça lui plaît. Au fond, mon rêve, ça aurait été d'être à cette époque-là, de vivre cette vie extraordinaire, d'être un de ces pionniers. Et qui transmettent son message pour prendre soin de la terre. On se base donc sur des méthodes agroécologiques qui visent principalement en fait, à essayer de prendre soin de l'environnement tout en ayant une production. J'aurai la chance de rencontrer ceux qui ont écrit le dernier chapitre de la légende de Saint-Exupéry. Je mouille mon doigt puis je frotte là pour voir ce qu'il y avait écrit. Je vois Antoine de Saint-Exupéry. Tu t'es dit, si on a trouvé la gourmette d'Antoine de Saint-Exupéry, l'épave de son avion doit être à proximité. Une échappée spéciale pour s'évader. Allez, à la santé d'Antoine de Saint-Exupéry. À la santé d'Antoine de Saint-Exupéry. The little prince. C'est sur la splendide place Bellecour à Lyon qu'Olivier Daguet m'attend pour commencer cette belle aventure. Qui de plus légitime qu'Olivier, qui dirige aujourd'hui la Fondation Saint-Exupéry, pour évoquer la jeunesse de son grand-oncle. C'est très émouvant pour moi de le retrouver ici, dans cette ville que j'aime tant. Bonjour Olivier! Bonjour Sophie. Qu'est-ce que je suis heureuse de te retrouver ici à Lyon, sur cette magnifique place Bellecour. Alors si on commence notre balade ici à Lyon, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est ici que tout commence pour Antoine de Saint-Exupéry, car c'est ici qu'il est né. C'est ça, il est né le 29 juin 1900, avec le siècle. Ouais. Antoine de Saint-Exupéry, né dans une maison qui se trouve à quelques mètres d'ici. C'est le 3e enfant d'une fratrie de 5. Voilà. Et tous mes arrière-grands-parents auront leurs 5 enfants ici, dans cet immeuble de la rue
rue maintenant, alors anciennement Fauchier, Ouais. et maintenant Antoine de Saint-Exupéry. L'œuvre la plus universelle, c'est Le Petit Prince, non? Oui. C'est ce qu'il a livré de plus important à l'humanité. Et la preuve, c'est qu'il y a 500 traductions aujourd'hui, donc c'est le livre non religieux, hein, après la Bible, le Coran, c'est le livre le plus traduit, le plus imprimé en différentes langues dans le monde. Tu sais, Place Bellecour, il y a la statue de Louis XIV, qui est là depuis quelques siècles. Oui. Voilà. La seule statue autorisée sur la Eh place bien, Bellecour. la seule statue jusqu'au jour où, en l'an 2000, la mairie a autorisé l'érection d'une statue consacrée à Saint-Exupéry Petit Prince. En t'approchant, tu vas découvrir, Ah bah oui, la voilà. sous le rayon du soleil, le Petit Prince et Antoine de Saint-Exupéry ensemble pour l'éternité. On voit né à Lyon le 29 juin 1900 et mort le 31 juillet 44. Il est mort très jeune. Et j'aime beaucoup ce qui est écrit ici. J'aurais l'air d'être mort et ça ne sera pas vrai. C'est une des clés du livre du Petit Prince. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez qui c'est? Ah. Mais avec qui? Je vous laisse deviner. C'est le Petit Prince de Saint-Exupéry. Voilà. C'est pas le petit bout qui va de... Avec la rose sur la lune. Est-ce que vous connaissez Le Petit Prince? Yes. Hi. C'est vrai qu'au Japon, c'est incroyable. Le musée de Hakone existe depuis 1999. Alors ici à Lyon, il n'y a pas de musée du Petit Prince. Par contre, il y a la maison natale d'Antoine de Saint-Exupéry. Viens, on va la voir. On va la voir. Cette rue n'a pas été choisie par hasard, hein? Ah non, on n'a pas été choisi par hasard puisque la maison d'enfance se trouve en face de nous. Et tu vois que la maison est toujours bien dans le jus, hein. J'aime beaucoup ce terme d'écrivain aviateur ou d'aviateur écrivain. Parce que ça caractérise complètement Antoine de Saint-Exupéry. Sophie, je voulais te présenter un Lyonnais célèbre que j'ai connu il y a 22 ans, Jeff Tête-Doigt, qui a interprété le Petit Prince dans la comédie musicale. Bonjour. Bonjour, Jeff. Bonjour, enchanté. Mais vous êtes parvenu depuis combien de temps? Ça fait plaisir. Au moins 20 ans, certainement. 22 ans, oui, 20 ans. 20 ans, oui, absolument. Mais ça veut dire que tu Ça l'as n'a pas connu tout changé. petit? C'est gentil, merci. J'ai un peu grandi quand même. Ouais. Super En tout cas, le sourire est très sympa. Jeff, je suis ravie de faire ta connaissance. pareillement. Mais tu l'as connu enfant, c'est ça? Mais oui, je l'ai connu enfant, il n'avait pas mué encore. Non, il avait pas mué. j'avais 13 ans. 13 ans, exactement. c'est ça, il avait 13 ans. Mais j'ai besoin d'explications. Raconte-moi, Jeff. Tu as incarné le Petit Prince, c'est ça? Exactement. Dans une comédie musicale. Dans la comédie musicale de Richard Cochiante et Elisabeth Anaïs. Et ça a occupé combien d'années de ta vie? Ça a occupé presque 2 ans finalement, entre la production du disque, la promotion du spectacle et le spectacle en lui-même. Le Petit Prince adulte existe. Voilà. Il est là, en chair et en os, devant nos yeux. Alors cette fresque des Lyonnais, avec ces Lyonnais célèbres qu'on retrouve peints sur ce mur, avec l'abbé Pierre, Frédéric Dard, Paul Bocuse. Paul Bocuse, bien sûr, hein, bien évidemment. Si on monte un peu, les frères Lumière, Guignol, Guignol et puis évidemment le Petit Prince et Saint-Exupéry. sur sa Sur planète. sa planète avec sa rose. Ouais. Parce que c'est elle Et les que volcans, j'ai on peut arrosée, parce que c'est elle que j'ai protégée. Ça reste. Je le connais pas le reste. Tu t'en souviens? Absolument. Oui. Alors on parle des Lyonnais célèbres. Tu faisais référence à Bocuse, on est quand même dans la capitale de la De gastronomie. la gastronomie évidemment. Ton nom, Tête-Doigt, Oui. m'évoque quand même un grand chef lyonnais, Christian Absolument. Tête-Doigt. Voilà, restaurateur à Lyon. Et Ouais. puis et moi j'incarne la 4e génération du coup, parce que je fais le même métier que lui. Ok. Et voilà, mais je vais vous y emmener d'ailleurs. Ouais, on continue Pour notre balade avec découvrir, Jeff. C'est une bonne idée. En bonne lyonnaise que je suis, j'ai toujours entendu parler du grand chef étoilé Christian Tête-Doigt, sans jamais avoir eu la chance de manger à sa table. C'est donc un privilège pour moi de pouvoir me glisser dans ses cuisines, et c'est déjà le coup de feu. Pardon, excusez-moi.
Christian? Oui. Bonjour. Bonjour Sophie. C'est Jeff qui m'envoie, il vous avait prévenu. Oui, bien sûr. Vous savez que c'est un honneur d'être dans vos cuisines, Christian, hein? Je suis ravi de vous y accueillir. Ah bah merci beaucoup. C'est un petit peu un petit temple de la gourmandise. Mais exactement. Alors sur la fresque des Lyonnais, j'ai vu le visage de Paul Bocuse et je le vois chez vous encore Le papa, ici. et oui, la rencontre avec Paul Bocuse a changé ma vie parce que moi j'avais ma campagne du pays nantais et il m'a suivi tout au long de ma carrière. Et le phare de cette gastronomie lyonnaise, réputée dans le monde entier, n'ayons pas peur des mots. On peut être un petit peu chauvin pour une fois. C'est ça. Même si effectivement il y a des belles cuisines de partout. Et la nôtre elle est pas mal quand même. Elle est pas mal, c'est sûr. Allez, vous avez un mixeur les gones là s'il vous plaît? Chef. Comment vous les avez appelés? Les gones. Eh oui, Ah bah c'est comme ça qu'on appelle les jeunes à Lyon. Absolument. Hop là, la volaille. Oh là là. On va mettre nos petites crêpes parmentières sur le côté. Et bien sûr, un peu de sauce. Et le bonheur est dans la cuisine. Si on ne maîtrise pas la cuisine classique, c'est quand même un peu compliqué. S'improviser des recettes plus ou moins structurées. Moi, je veux bien goûter votre plat quand même. On y va. En plus, là, vous avez choisi mon morceau préféré. Le gras de cuisse. Ouais. On est bien sur la colline. Ah ouais, on est bien là. On est bien sur la colline du Fourvière. Merci, chef. Avec plaisir. On va retrouver Jeff et Olivier? On y va. Allez. Ah oui, il avait teint les cheveux en blanc. C'était drôle. Oh, quelle vue! Oh, extraordinaire. Lyon à tes pieds. Ah, exactement. Ça va? Hello. Hello. Ça va? En cuisine, c'était fabuleux avec ton papa. Bah, nous, on parcourait un petit peu le programme du spectacle. C'est un merveilleux moment de retrouver des photos du spectacle. Ça nous rappelle de beaux souvenirs. C'est vrai que les tableaux étaient des beaux magnifiques. moments. Puis là, j'ai ramené quelques souvenirs, je dirais, des tout débuts. Alors ça va vous faire tout drôle parce que c'était vraiment là les premières rencontres avec Richard Bouchian notamment, avec Daniel Lavoie. Oh, c'est extraordinaire d'avoir gardé tout ça. Qui a fait C'est l'œuvre de ma mère qui gardait tous les articles. Première fan. J'adore. Première fan et c'est vrai que c'est quand même une période atypique pour un enfant quoi, d'être autant médiatisé. Ah, t'as raison, regarde, un petit prince magique. Oui, c'est ça, c'était la magie du Petit Prince, la magie du spectacle. Il m'arrive de réécouter régulièrement notre ami Jeff chanter. C'est vrai. Moi aussi. Toi aussi? Puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai protégée. Attends, je crois qu'on va l'écouter un petit peu. Tu l'as? Allez. Alors. Apprivoisez personne, parce que vous n'avez pas de vie. Vous n'êtes pas unique au monde. Vous êtes belle, mais vous êtes vide. On ne peut pas mourir au bout. Toute seule, la rose coûte bien plus que tout. Ah oui, je m'en souviens quand même pas mal. Bravo. On va le refaire. Puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai protégée, puisque c'est elle que j'ai écoutée, puisque c'est ma rose. Moi, à chaque fois, ça me fait le même truc. Une belle chanson, hein. Adieu. Non, mais c'était magnifique, ce spectacle. Maintenant que je connais le Petit Prince, moi j'ai plus envie de le quitter. Hein. Le Petit Prince, on le rencontre qu'une fois dans sa vie, donc faut pas le lâcher quand on le voit. Je continue ma route avec Olivier, si tu veux bien, et puis on se retrouvera plus tard, hein, Avec ici plaisir. à Lyon. Ok. Avec plaisir, ouais, tout à l'heure. En Argentine, Le Petit Prince est très célèbre. Et ma nièce adore le livre et tout ce qui s'y rapporte. Alors je suis venue chercher un petit quelque chose pour elle. Je vois souvent ce visage sans connaître l'histoire, mais je sais que cela a une grande importance pour les Français. Quand je lis Le Petit Prince maintenant, c'est avec mon âge d'aujourd'hui, mais toujours en se rappelant l'âme d'enfant. Doué d'innocence, sensible aux belles choses, les choses du cœur. Incontournable Petit Prince. L'œuvre de Saint-Exupéry est un succès planétaire avec 15 millions d'exemplaires vendus en France depuis 1946 et 5 millions chaque année à travers le monde. Le message de ce conte philosophique en a fait un symbole universel et son image parle à tous.
Aurélia, gérante de l'unique boutique du Petit Prince installée au cœur de Paris, dans le quartier latin, me le confirme. Tous les clients qui viennent ici sont à 90% étrangers. J'ai toutes les langues, toutes les cultures. C'est un peu l'ambassadeur de la France, le Petit Prince. Un peu partout dans le monde, les gens apprennent le français avec le Petit Prince, grâce au Petit Prince. Et donc, en fait, ils viennent ici. Pour eux, c'est une partie de la France qu'ils ramènent dans leur bagage. Ils ont toujours quelque chose de personnel et d'intime avec le Petit Prince. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Comme Olivier qui m'accompagne, Thomas Rivière est un descendant de la famille Saint-Exupéry. Il gère la marque du Petit Prince. Ici, on vend plus de 1000 produits dérivés. Des cartes de vœux, des figurines collector et bien sûr, le livre, dont quelques-unes de ses éditions improbables. On compte plus de 500 traductions, il y a des langues régionales, il y a toutes les langues de la planète et il y a des traductions assez rigolotes comme par exemple il y a une traduction en hiéroglyphe qui existe et puis il y a des traductions absolument symboliques comme celle en khmer puisque suite à l'époque sinistre des Khmers rouges, il n'y avait plus de livres au Cambodge et Le Petit Prince a été un des premiers livres qui est arrivé et donc on a cette traduction absolument incroyable. Depuis plus de 30 ans, la succession Saint-Exupéry reçoit chaque jour des propositions de produits dérivés, d'expositions ou de spectacles à thème. Dans leur bureau, Thomas et ses équipes sont chargés de faire le tri. Ça, ce sont les nouvelles figurines de Stephen Choi, c'est ça? Oui. Qui a réinterprété Le Petit Prince. C'est quelque chose qu'on autorise rarement. Ce qu'on fait principalement, c'est protéger l'œuvre, faire en sorte que certaines personnes ne fassent pas n'importe quoi. On dit beaucoup non, parce qu'on reçoit des demandes un peu farfelues, on reçoit des demandes qui ne sont pas en corrélation avec les valeurs du Petit Prince. Il est là depuis quasiment 80 ans. Le but est qu'il soit encore là très longtemps. Nous, on n'est que de passage, on est là pour le protéger, on est là pour l'accompagner. Exit donc les menus enfants dans les chaînes de fast-food ou le petit cadeau offert avec un plein d'essence. À ce jour, 350 licenciés à travers le monde fabriquent des objets dans le souci de produire local et éthique. Le plus ancien d'entre eux est une institution nationale, la Monnaie de Paris. Cette pièce, bien sûr, elle a une histoire, elle raconte l'histoire du Petit Prince, mais il y a aussi une histoire qui se traduit aussi à travers le métal. En fait, le point de départ, c'est un dessin, toujours. Oui, on part du dessin, c'est les dessins de la charte graphique. C'est un dessin qui est subtil, qui est plein d'émotions, et on va essayer donc de transmettre cette émotion par notre savoir-faire. Quel travail, c'est incroyable. C'est une collaboration qui dure et à chaque anniversaire du Petit Prince, à chaque événement important, on propose et on présente des nouvelles collections avec à chaque fois cette envie de bien faire et cette envie de proposer des jolies choses. Saint-Exupéry était lui-même un artiste, était un aventurier, c'était un journaliste, c'était un philosophe, c'était quelqu'un qui touchait à tout et de voir ses œuvres réalisées sur ces pièces de monnaie par d'autres artistes, je pense qu'il serait très ému et qu'il serait vraiment très content de voir ça. C'est probablement l'un des symboles, l'une des icônes que nous avons le plus mis en avant à travers nos collections. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut penser que le petit personnage du Petit Prince ne change pas, mais on essaye en tous les cas de le réinterpréter à chaque fois, à chaque collection, et nos collectionneurs y reviennent systématiquement. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu s'en souviennent. Peut-être que ce parc d'attractions les aidera à se rafraîchir la mémoire. Ouvert en 2014 près de Mulhouse, ce parc est entièrement dédié à l'illustre petit garçon, descendu de sa planète B612 pour enchanter le monde. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens et les visiteurs rentrent dans l'histoire du Petit Prince. C'est-à-dire que quand ils vont pénétrer dans le parc, ils vont pouvoir se retrouver dans le parc à livre ouvert. Ils vont pouvoir visiter les différentes planètes qui sont sous forme d'attractions, de spectacles, d'animations, pour vivre l'aventure de l'intérieur. Ici, on rencontre tous les personnages, les animaux et même la rose du Petit Prince. Un parc adapté aux plus petits, mais où les grandes personnes s'amusent aussi. L'attraction, c'est la première fois que je la fais, mais le parc est chouette. Vraiment, il y a de tout pour tout le monde. C'est vraiment appréciable. On a une grande famille de tous les âges. C'est top. Est-ce qu'on offre une entrée gratuite pour ça ou pas?
Mon papa était assez fan de cette histoire et ça nous a été transmis comme ça. C'était les livres avec cassette à l'époque. Et voilà, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué et qui me marque encore aujourd'hui. On dit que c'est toujours un livre qui correspond à tous les âges et je suis convaincu de ça. Donc voilà, c'est un livre qui me touche pour ça. Avec ses cheveux blonds, son écharpe dans le vent et son air candide, le petit homme, dessiné par Saint-Exupéry des décennies plus tôt, est un symbole de spontanéité, de naïveté et d'amour. Il aura marqué bon nombre d'entre nous. Fort de son image, il parlera encore à de nombreuses générations. Presque cueillir un coquelicot en passant. Ou un brin de blé. Vous n'êtes pas bien là, Olivier? Le pied. Parfait, le bonheur. Oh Franck, oui. Après dessine-moi une jolie montgolfière, avec toi c'est dessine-moi une jolie voiture. Hein. Et quelle voiture? La voiture d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est quoi comme type de voiture? Alors c'est une voiture américaine de 1937 de la marque Dos Auto. J'ai eu la chance de l'acquérir au moment du centenaire d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est donc une voiture qui lui a appartenu, que nous avons restaurée et comme on le constate, qui roule plutôt très bien. Pour moi, c'est un symbole, Saint-Ex est un symbole. Donc en mettant mes mains là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors là, tu nous emmènes où, Olivier et moi? On va prendre le chemin du château de Saint-Maurice-de-Rémance, dans lequel j'ai pu courir quand j'étais enfant. Donc tu vois, sur cette route-là, on pourrait croiser un enfant à bicyclette. Ça pourrait être Antoine. Où va-t-il? Il a 12 ans. Il va à Ambérieu, à quelques kilomètres d'ici. Il y a le champ d'aviation. Il arrive là-bas. Et le pilote lui dit « Alors mon petit garçon, ça t'intéresse les avions ?»« Ah bah oui monsieur, je suis passionné, c'est formidable ce que vous faites. Ça t'intéresserait de prendre ton baptême de l'air ?»« Oh bah, je sais pas monsieur, oui, ta mère t'a donné l'autorisation ?»« Ah oui, oui, bien sûr. Pas de problème. » Il monte dans l'avion, fait son baptême de l'air sur cette machine volante complètement insensée. Et l'âme et la vocation. Et là, il a la révélation. C'est ça, il dit « Moi je serai aviateur. » Et je serai aviateur, voilà. Ouais. Ah là là, quelle arrivée! Bienvenue dans la maison du Petit Prince. Merci Franck. Alors, c'est pas si facile que ça de sortir de ta voiture en fait. Hein. Sophie, tu m'attends. Oh là là, c'est chic. Que ce soit l'occasion de te prendre dans mes bras. C'est chic jusqu'au bout, hein, les moments avec toi. Hein. Oh, merci beaucoup. Bah c'est gentil. Bonne Merci route, pour Franck. tout. Salut. Sois prudent. Salut. Au revoir. Salut. À bientôt. Et ce bruit de moteur. Salut Franck. Salut. C'est un sacré personnage, hein, ce Franck. Très 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 attachant. On est dans l'Ain, à Saint-Maurice-de-Rémance, devant cette maison familiale. Alors moi, je l'ai découverte en photo pour la première fois dans ce livre. Je t'avoue que je m'attendais à retrouver le château dans cet état-là. Bah écoute, c'est toujours la même maison. Ouais, regarde. alors attends, viens, on va prendre un petit peu de recul. On la reconnaît bien non, quand même. Vrai, dans elle est dans son jus. C'est ça, elle est dans son jus. Elle est dans son jus. Ouais. Cette maison que mon arrière-grand-mère a habitée jusqu'en 1932. Ouais. Et qu'elle a cédé à la Caisse des écoles de la ville de Lyon. Donc depuis 1932, ce sont des milliers d'enfants qui se sont succédés ici, dans cette maison, sur cette propriété. D'accord. Il y a plein d'enfants qui ont des souvenirs de colo, en fait, ici. Tu as des générations entières. Et alors là, il est écrit « Les racines de ce nomade dans l'âme sont ici, au château de Saint-Maurice-de-Rémance. » Et dans le grand parc qui est derrière nous, voilà, avec ce jardin, le jardin de son enfance. Un lieu d'éveil aux merveilles de la nature. Voilà, puisqu'il y avait toujours des moutons. Mais il y en a toujours, regarde. Il y a toujours des moutons. Bah, s'il te plaît, dessine-moi un mouton, ça peut peut-être commencer ici. Bienvenue dans la maison du Petit Prince. Merci.
Voilà, donc on est dans le vestibule de la maison. Il fait frais, c'est agréable. Ici, c'était un endroit où on recevait les gens qui arrivaient, en fait. Voilà. C'est une maison dans laquelle il y avait beaucoup de vie. Oui, donc ça circulait, ça n'arrêtait pas de passer de la cour au jardin. À droite, ici, donc, nous avons la salle à manger. Oh là là. Ben, je les imagine tous là, à table, à midi avec les enfants, et le soir les adultes. Et il y avait un piano, tu vois, donc ils adoraient faire de la musique. Oh, un peu désaccordé. C'est assez émouvant d'entendre ce piano. Bien sûr, tout ça va reprendre vie bientôt. Voilà, il y aura ici un musée, il y aura un lieu de vie. Il avait plein de petits secrets, plein de petits mystères, Antoine? Oui, ceci n'est pas un placard en réalité, c'est un passage secret qui conduit à sa chambre où Antoine se cachait pour écouter les voix adultes le soir. Allez, on va se mettre à hauteur d'enfant. On va prendre le passage secret. C'est parti. Merci beaucoup Olivier de m'avoir permis de découvrir cette maison et d'approcher d'un petit peu plus près l'intimité d'Antoine, ce garçon beau et vibrant comme aimait le décrire sa maman. On va retrouver un autre garçon absolument charmant, c'est Jeff, il nous attend à Lyon, figure-toi. On y va? C'est parti. Jeff, notre petit prince devenu grand, nous avait manqué. Nous le retrouvons dans le quartier Saint-Jean à Lyon. Je crois que ce personnage ne le quitte jamais vraiment. Je vais vous présenter une amie comédienne qui s'appelle Amandine Blancard, donc, la compagnie théâtre en pierre dorée. Les pierres dorées? Oui, elle est de Thésée. Attends, les pierres dorées, c'est chez moi. C'est à côté de chez moi, Thésée. Oh, c'est marrant. Tu vas faire sa rencontre et tu verras le talent qu'elle a. Et puisqu'on est dans le Vieux-Lyon, je vais vous faire passer par une petite traboule. Oui, on va trabouler quand même, Olivier. Hein. Obligatoire. Les traboules, c'est ces petits passages d'une rue à l'autre. Voilà. Typiquement lyonnais. Typiquement lyonnais, exactement. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. On dirait Florence. Ah non, c'est Lyon ici. C'est des petits airs d'Italie. C'est des petits airs d'Italie. Et voilà, on est dans une autre rue. La fleur dont m'avait parlé le petit prince, cette fleur-là avait germé un jour sur sa planète d'une graine apportée d'on ne sait où. Je me réveille à peine. Oh, je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. Waouh, que vous êtes belle, n'est-ce pas? Et je suis née en même temps que le soleil. Waouh! C'est l'heure du petit déjeuner, je crois. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Oui, bien sûr. Je vais chercher un arrosoir d'eau fraîche. Bonjour les enfants. Merci pour ce spectacle, Amandine. On peut s'installer un petit peu avec toi? Voilà, les enfants de l'école Fulchiron du Vieux-Lyon. Ça vous a plu? Grâce à ce décor très simple, j'ai pu aller dans leur école pour jouer le spectacle. Et suite à la représentation, on a organisé avec toutes les classes une exposition sur le thème de créer ta planète idéale. Moi, ma planète idéale, c'était la planète arc-en-ciel où il y avait partout des arcs-en-ciel qui volaient dans le ciel. Moi, ma planète idéale, ce serait une planète sans punition. Ah bah ça, alors ça, je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup ta planète. Hein. Ma planète idéale, ce serait une planète écologique, parce qu'on n'en pense pas assez souvent. Et avec des petits chatons en orbite aussi. Des petits chatons en orbite, ok. Oui. Elle s'appelait Chaturne, ta planète, je me souviens. De voir les enfants aujourd'hui aussi attentifs, la magie opère toujours. Et le petit prince, c'est aussi un ambassadeur de la planète. Oui. Et ça, ils ont compris. Moi, ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'il y a beaucoup de questions. Voilà, et qu'il n'y a pas de réponse forcément. C'est un livre magique et je jouais en Corse dans un jardin un peu comme ici. Et c'était une journée où je me sentais un peu seule, voilà. Donc je sors de scène et je vais me poser dans un jardin. Et à ce moment-là,
il y a un renard qui déboule dans le jardin. Mais non. Et tu ne l'as pas apprivoisé? Ah non, non, mais je l'ai vu, on s'est regardé. Alors merci Olivier, parce que j'ai rencontré le Petit Prince. J'ai croisé aussi la rose du Petit Prince. Voilà, on voit que Saint-Exupéry, le Petit Prince sont toujours bien vivants, grâce à vous, les enfants. Ma balade sur les traces de Saint-Exupéry ici à Lyon, ça s'imposait. Ma route va continuer parce que j'ai encore un grand voyage à faire. Pour voyager sur les traces d'Antoine de Saint-Exupéry, je dois m'apprêter à parcourir de nombreux kilomètres. Après la découverte de ces années lyonnaises, direction la Côte d'Azur, près de Saint-Tropez, pour découvrir un autre château marquant de son enfance, le château de la Mole. On peut considérer que depuis 4 siècles, cette propriété elle est vraiment ancrée dans la vie locale, voire plus. En passant là-bas sur cette route, on voyait cette maison un peu mystérieuse. On savait qu'elle appartenait à une grande famille qui avait des valeurs et qui distribuait le bien dans l'humilité. Au début du XXe siècle, cette demeure était en effet habitée par une certaine Marie de Fontcolombe, qui a épousé un Saint-Exupéry, avec lequel elle a eu 5 enfants. Le plus marquant, c'est Antoine, qui, pendant la guerre, est pilote pour l'aviation américaine. Il est basé en Corse, donc pas très loin d'ici. On sait qu'il venait saluer sa maman d'un battement d'aile. Donc quand elle entendait un bruit d'avion, elle disait « Ah, c'est sûrement Antoine ». Donc il faut imaginer. Mise en vente par la famille, la propriété devait passer dans les mains d'investisseurs prêts à en faire un haut lieu du luxe. Un gâchis pour Patrice, qui décide alors de l'acquérir. C'est un peu émouvant de se dire que les premières leçons de piano d'Antoine de Saint-Exupéry sont certainement faites sur ce piano. Je suis certain que les gens qui habitent un lieu, qui le fréquentent, l'enrichissent. Il faut que nous participions aussi à cet enrichissement. Sur les terres du château, il y avait autrefois une activité agricole. Patrice a donc décidé de la relancer en créant un projet d'agroécologie pour soutenir sa première profession. Bonjour, bonjour. Il est en effet restaurateur. Moi, je le prends, ça. Allez, ça passe. J'ai la lourde responsabilité de nourrir les hommes et de les nourrir bien. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. En faisant nos légumes avec les méthodes avec lesquelles on les fait, c'est-à-dire où on est très 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 proche de la nature, on est sûr que ce qu'on va donner à manger à nos clients, ça va leur apporter quelque chose. Directement au potager, au consommateur. Loïc est responsable du jardin. Assuré de vendre toute sa production au restaurant de Patrice, sa liberté est totale. On peut se permettre d'expérimenter, de se rater, de prendre le temps de découvrir les choses et de découvrir surtout ce qui marche. On se base donc sur des méthodes dites agroécologiques qui visent principalement en fait, à essayer de prendre soin de l'environnement tout en ayant une production. Et c'est une manière de montrer que l'agriculture et l'environnement peuvent fonctionner ensemble et voire même s'améliorer. On essaye de retrouver les pratiques anciennes et, si possible, de les améliorer. Ici, pas de plastique, pas de machine, tout est fait à la main ou avec l'aide d'animaux, dont certains plairaient au Petit Prince. Tout le désherbage se fait soit à la main, soit à la faux. Et comme le jardin est quand même assez grand, eux ils peuvent se faire plaisir à manger à volonté. Et nous, on a moins d'entretien à faire. Des moutons et des chevaux, comme Fabiola. Fabiola ? La jument de Sabrina entretient la vigne d'Édouard, responsable du domaine. Voilà. Toute la culture de la vigne ici, elle a été mise en place grâce aux chevaux. C'est-à-dire qu'ici, c'était une zone de forêt. On a travaillé uniquement avec des chevaux pour dessoucher les arbres. C'est chouette de refaire vivre la race. Déjà parce que toutes les races de traits français sont quand même à l'abandon, en perte de vitesse. Ma belle,
très bien. J'aurais jamais imaginé travailler avec des chevaux en travail agricole et en vigne. Si on m'avait dit il y a 10 ans que je ferais ça, enfin, je pensais même pas que ça existait, quoi, ce travail. Là, on cherche des tortues d'Hermann, une espèce vraiment menacée qu'on retrouve sur l'ensemble de ce site. Il y a une belle population. Ah ben voilà, en effet, un premier individu là. Donc on a là un beau mâle. Là, clairement, elle a des écailles très lisses. C'est une tortue qui a plus de 15-20 ans sans problème. Joseph travaille pour le Conservatoire des espaces naturels de la région. En effet, celle-là, elle est marquée. Il œuvre à la préservation de la biodiversité locale, comme cette fameuse tortue d'Hermann, seule tortue terrestre présente en France. La perte d'habitat est l'une des premières menaces dues à l'urbanisation, à l'agriculture aussi intensive. L'espèce, par endroits, n'a plus du tout d'espace de vie. Il y a également les prélèvements. Les gens de tout temps ici ils étaient au milieu des tortues, ils en ont gardé chez eux dans leur jardin. Et c'est un peu une habitude. Elle va aller se cacher. L'avantage de ce site-là ici, c'est qu'on a du tout petit parcellaire, la plupart bien en deçà de 5000 m², séparés les unes des autres par des milieux naturels. Alors donc la tortue, ce qui lui va pas, c'est d'avoir des milieux homogènes et denses sur des surfaces très importantes. Avec ce petit parcellaire, ça permet de diversifier les habitats et la structure de la végétation, ce qui est optimal pour une espèce de lisière comme est la tortue d'Hermann. Aujourd'hui, on compte une centaine de spécimens sur le domaine de la Mole. Ce succès donne raison aux méthodes employées par le domaine. Ici, personne n'a oublié l'adage du Petit Prince « Soigne ta planète ». Salut Sophie! Bonjour Christophe. Hey, comment ça va? Ça va. T'as fait le bon voyage? Oui, merci beaucoup. Toulouse, nouvelle étape de mon voyage. Bienvenue à Toulouse. Merci. Allez, c'est parti. Un jour, j'ai croisé la route de Christophe. Je suis très heureuse de le retrouver à Toulouse pour cette nouvelle escale. Passionné, expert et pédagogue hors pair, l'histoire des pionniers de l'aéropostale, dont Saint-Exupéry a fait partie, n'a pas de secret pour lui. Il est l'ambassadeur toulousain idéal pour partager les richesses de la ville rose et m'en dire un peu plus sur l'envol des pionniers. Je crois que tu vas t'arrêter dans un endroit tout à fait particulier. Et oui, j'ai réservé une chambre dans cet hôtel, le Grand Balcon là. Alors, c'est pas n'importe quel hôtel. Hein. Non. Je sais qu'à l'époque de l'aéropostale, c'était une pension de famille tenue par deux sœurs vieilles filles et qui logeaient tous les pilotes et les mécanos de l'aéropostale. Dont Syntex. Et si je m'installe ici, c'est que j'ai réservé une chambre bien particulière. J'imagine que tu as pris la chambre 32? Et la 32, la chambre de Syntex. Bon, je m'installe et je te dis à tout à l'heure. Ah bah, tout à l'heure. Ouais. Ah, elle est jolie cette chambre. Avec le parquet qui craque. Tous les objets comme à l'époque. Oh, c'est émouvant d'être ici. Avec la jolie vue sur le Capitole. Et le lit qui grince. Pas ne pas passer par la place du Capitole en étant ici à Toulouse. Hein. Ah bah bien sûr. Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Claude Nougaro, tu te souviens? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Place du Capitole, qui doit d'ailleurs son nom aux capitaux de Toulouse. C'est des sortes de conseillers municipaux au Moyen-Âge et qui donc ont laissé ce nom-là. C'est le cœur de la ville. Ah, le cœur battant. Le cœur battant, c'est là où ont lieu les marchés, les grands rassemblements pour, par exemple, fêter la victoire du Stade Toulousain en rugby. On en est fiers de cette Ou du TFC en football aussi. Ouais. Et puis tu sais, moi j'ai un souvenir bien particulier ici. C'est la disparition de Nougaro. Tous les Toulousains, spontanément, sont venus en fait se rassembler ici. C'était un moment extraordinaire, tout le monde chantait, c'était une ferveur. Bah, rien que d'en parler, j'en ai la chair de poule. C'est aussi un autre grand personnage. Ah oui, c'est un grand personnage qui a laissé sa trace ici. Ouais.
Toulouse. Quel plaisir d'être ici, de retrouver ces briques roses, hein, la fameuse ville rose. Alors Toulouse, c'est plein de choses à la fois. Hein. C'est la ville étudiante par excellence, c'est la capitale du spatial et de l'aéronautique, et c'est la ville que tu aimes, c'est ta ville de cœur. C'est la ville où je suis né, il y a quelques dizaines d'années. Et puis j'y suis toujours. Ouais, mais si je te retrouve ici aujourd'hui dans la ville rose, c'est parce que comme moi, un jour, Saint-Exupéry a pris un train, c'était un train de nuit, il arrivait de Paris, il descend ici à Toulouse, et cette ville va bouleverser sa vie. Ah bah oui. Il a débarqué un beau matin, en octobre 1926, pour passer un entretien d'embauche. Ouais. Il va être recruté aux lignes aériennes Latécoère, de ce qu'on appellera plus tard l'aéropostale. Pierre-Georges Latécoère, là aussi un autre grand personnage. Il est indissociable de l'histoire aéronautique. Juste après la Première Guerre mondiale, il a cette idée un peu folle de transporter du courrier par les airs depuis Toulouse jusqu'au Maroc, au Sénégal, et puis il a l'idée d'aller même jusqu'en Amérique du Sud. Incroyable. Ça va se faire un peu plus tard. Il fallait des aventuriers pour faire ça, et monter dans les avions. Des pilotes, c'est des aventuriers, mais des aventuriers avec un objectif. Pas juste pour l'aventure. Ils vont franchir les Pyrénées, ils vont devoir traverser les déserts, traverser les océans. Ils prennent énormément de risques pour une chose, transporter du courrier pour relier les gens entre eux. Et ça, c'est très important. Oui, parce que Syntax, il disait, le plus beau métier d'homme... c'est le métier d'unir les hommes. Ouais, et tout part de Toulouse. Et tout part de Toulouse, puisque c'est là la tête de la ligne, l'on dit. Et donc, tous ces pilotes-là, ils vont vivre à Toulouse, ils vont décoller de Toulouse. Aujourd'hui est un grand jour pour tous les passionnés d'aviation qui vont s'envoler sur le rallye aérien du Petit Prince. Christophe m'a laissé aller à la rencontre de François Daguet, le filleul et neveu d'Antoine de Saint-Exupéry, qui vit un moment très émouvant avec son petit-fils Hugo. C'est pour moi un grand plaisir, un grand honneur d'avoir un petit-fils pilote. C'est grâce à vous que j'ai pu faire ça. Sans vous, je n'aurais jamais fait ça. Donc, Bonjour messieurs, pardon, j'ai l'impression de vous déranger dans un moment familial, d'intimité. Bonjour François. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Bonjour Hugo. Bonjour Sophie. Je suis un peu perdue des fois dans l'arbre généalogique d'Antoine de Saint-Exupéry. Oui. Parle-moi de ta lignée, de ta famille. Antoine n'a pas eu d'enfant. Il avait 4 frères et sœurs. Et mon grand-père, ici, est le fils de sa sœur Gabrielle, la plus petite. Ouais. Sa sœur, la petite sœur d'Antoine. Alors Antoine, vous l'avez connu, vous, François? Comment était-il? Il était énorme. Il était grand, il était immense. D'une part physiquement, et puis d'autre part, il n'était pas comme les autres. C'était un enfant terrible, me disait ma grand-mère. Mais il avait un cœur grand comme le monde, une sensibilité exceptionnelle. C'est beau ça, comme phrase. Un enfant terrible qui avait un cœur grand comme le monde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Hugo? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes au départ du rallye Toulouse-Tarfaya sur les traces du Petit Prince. C'est un peu ça le nom du rallye. Je ne suis pas pilote, mais j'aurais aimé l'être. Ça va vous faire rire. J'ai 2 heures de vol. Mais votre petit-fils, il en a un petit peu plus que vous, alors. Oui, heureusement. À quelques minutes du décollage, tu te sens comment, là? Bonne question. C'est excitation, questionnement, comment est-ce que ça va se passer? Honnêtement, je prends ça un peu avec légèreté. Juste, je vais profiter un maximum. Il faut qu'il profite. Vous avez des choses pour lui? Des petits cadeaux? Oui, c'est l'écharpe du Petit Prince. Oh, Hugo! Excellent. Oh, elle est magnifique! Pouvoir me protéger du sable avec. Wow. Hop là! Allez, Petit Prince. Hop là! Super. À chaque fois que tu voles, tu as une pensée pour Antoine? Quand on voit les conditions de vol qu'on a maintenant, avec toutes les technologies qu'on a dans les avions, même parfois on a encore peur, quoi, alors qu'eux, ils n'avaient rien dans leurs avions. C'était l'aventure, les avions tombaient en panne régulièrement. Et donc je me dis, en vrai, si eux l'ont fait, nous on peut le faire. Bon, je crois que les pilotes s'impatientent là autour de toi. Je vous laisse tous les deux. On va bientôt y aller. J'étais très heureuse de vivre ce moment avec vous. Merci.
Avec Hugo, ce sont 18 équipages qui s'engagent sur les traces de l'aéropostale. Départ de Toulouse, passage des Pyrénées, escale à Alicante, traversée de la Méditerranée et du célèbre détroit de Gibraltar pour arriver au Maroc à Rabat, ensuite Agadir et Tarfaya Cap Juby, où vécut Antoine de Saint-Exupéry. On se sent petit, hein. On n'est pas grand-chose là, au milieu de toutes ces montagnes avec notre petit moteur de 200 chevaux. On y va parce que les anciens ils sont allés avant nous, qui nous ont montré le chemin. Ce chemin, Jean-Jacques le connaît par cœur. Il est président de Air Aventure et organisateur du rallye. Cette aventure aérienne, il la vit depuis plus de 30 ans. Pour l'équipage Rose des Vents Cap Juby, en revanche, c'est une grande première. Camille, Carla et leur instructrice Ima ont à peine 24 ans et prennent part au rallye grâce au soutien de la Fondation Saint-Exupéry pour la jeunesse. Après 600 km, elle se pose enfin à Alicante pour la première escale. On était contente du vol, on en a pris plein les yeux, on a traversé les Pyrénées, c'était fantastique. Beaucoup d'émotions pour la première étape en plus, mais notre équipage a très bien fonctionné. C'est des magnifiques, des paysages qu'on n'avait jamais vus du tout de notre vie, enfin moi personnellement, donc c'était grandiose. De voir toute la côte espagnole, ce changement de climat, ce changement de paysage et tout, c'est impressionnant. Là, je prends déjà l'ampleur de ce qu'il faisait avant, en fait, il y a une centaine d'années, quoi. Donc, non, c'est incroyable. Mais il fait très chaud. Il fait très chaud. Quelques heures à Alicante, une nuit de sommeil et c'est reparti pour la deuxième étape. Direction le continent africain, l'occasion de découvrir le monde sous un autre œil. Zintex disait c'était un amoureux de la planète. D'en haut, on voit les impacts de l'homme sur le paysage et on a vu des rivières qui étaient un peu asséchées ici. Et nous, on a saisi une part de la fragilité de cette planète d'en haut. Vous voyez là, ah ouais, c'est vraiment des... Bon, voilà. Ah, et puis il y a un carrefour en fait de tout ça. Ouais, c'est ça. Oui. Passage de Gibraltar, comme avant elle les pionniers et les pionnières. Il y avait des femmes qui pilotaient, qui inauguraient, qui découvraient aussi. Donc je pense que c'était possible. Après, on s'en souvient pas parce que c'était un peu dans l'ombre. C'est une époque que j'aurais adoré vivre. J'aurais adoré vivre ça. Fin de la deuxième étape, atterrissage à Rabat. Voilà. Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Intense. On a tout fait à la carte et au bord, comme à l'ancienne. Et on était pas mauvais. Un peu de repos, aperçu de la vie à la marocaine, briefing et préparation des prochains vols. La troisième étape conduit les aventuriers jusqu'à Agadir, prêts à aborder le dernier vol vers le sud, là où le désert se jette dans la mer. C'est l'étape la plus importante. D'ailleurs, le rallye s'appelle Rallye Toulouse-Tarfaya, c'est pas par hasard. Et Cap Juby, c'est l'endroit où Antoine de Saint-Exupéry a eu l'inspiration de grande partie de son œuvre. Ça sera mon 32e atterrissage là-bas. Alors, on pourrait croire que c'est la routine, mais c'est jamais la routine. Arriver à Tarfaya, c'est une émotion, forcément. Et hier, j'ai eu vraiment cette première sensation, ces premières émotions en longeant la côte marocaine, en me disant, ah ouais, là on y est, quoi. Là c'est réel, là c'est du concret. Et donc, ouais, non, je pense que Tarfaya, ça va être pas mal tout à l'heure, franchement. Ah, j'ai hâte, franchement j'ai hâte. Par contre, la piste, elle est courte. Va falloir faire attention. Pour cette étape hautement symbolique, Hugo est aux commandes de l'avion. Chez moi, je serai là, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver en fait?
Après avoir longé la côte, apparaît enfin le mythique Cap Juby, aux portes du Sahara occidental. Comme son aïeul, Hugo doit poser l'avion au milieu des dunes, sur une piste de sable de seulement 600 mètres, préparée spécialement pour l'occasion. Merci. Les atterrissages s'enchaînent et c'est au tour des Roses des Vents. Bel atterrissage, ok. Ouais, on était un peu deux quand même. J'ai mis du pied à la vie du manche. Arriver ici, c'est incroyable. Quand tu vois la piste, t'es là, ok. En une journée de vol, il s'est passé plus que depuis que j'ai commencé à apprendre à piloter. Qu'on s'emmène par nos propres moyens de Toulouse jusqu'à Tarfaya. Personnellement, il y a un sentiment de satisfaction qui est énorme aussi parce qu'on l'a fait nous. Ouais. On y est arrivé nous, en équipage, et on a vu les mêmes choses que les pionniers de l'époque. Donc c'est une émotion qui est très particulière et qui est complètement inédite. C'est plus juste un livre, un récit qu'on a lu, c'est notre aventure à nous, c'est notre récit dans le bouquin. Après toutes ces émotions, les jeunes femmes se rendent dans l'école de la ville, déposer des plis recueillis auprès d'élèves français. On va donner les lettres qu'on a récupérées en France aux élèves marocains. Bonjour. Ça donne un sens à notre voyage d'amener ces lettres parce qu'on est quand même sur les traces de l'aéropostale. L'aéropostale, c'était relier les gens, faire des liens. Aujourd'hui, on crée des liens entre jeunes et de vivre ce moment, c'est très fort en émotion. Hugo, lui, visite le fort espagnol et les lieux de vie de son ancêtre. Frédéric Coconnier, écrivain, spécialiste de Saint-Exupéry, le guide dans cette visite pèlerinage. Donc il y avait la maison des pilotes qui était ici, juste derrière ce mur. Et c'est ici que vivait Saint-Exupéry pendant 1 an et demi. Il n'y avait que ce fort à Cap Juby. Alors pourquoi ils ont choisi cet endroit précisément? Les responsables de l'aéropostale, pour protéger les pilotes, pour protéger la ligne, se sont adossés au fort pour bénéficier d'une protection. Ok, ouais. En fait, le désert, en fait, c'est du vent, c'est du sable, c'est des étoiles, mais c'est aussi de la solitude et du dépouillement. Donc ça a été une expérience, on va dire, introspective et contemplative assez folle, je pense, pour lui. Donc là tu comprends mieux, en fait, l'ensemble de son œuvre en général. Non, c'est fou, franchement, c'est fou. Ouais. Ça me donne des frissons, tu vois. Ouais. Dans ces dunes sont nés le roman Courrier Sud et l'idée du Petit Prince. Saint-Ex écrivait « La terre nous apprend plus long sur nous que tous les livres ». Ces mots guident encore les aviateurs, les aventuriers et les poètes d'aujourd'hui. Au fond, mon rêve, ça aurait été d'être à cette époque-là, de vivre cette vie extraordinaire, d'être un de ces pionniers. Bien que nos machines soient évidemment beaucoup plus perfectionnées, mais dans la mesure où nous rencontrons les mêmes phénomènes météorologiques, où nous sommes un peu soumis finalement aux mêmes problèmes, eh bien, d'une certaine façon, c'est une manière d'accéder à un rêve, le rêve de ce passé qu'au fond, on prolonge. C'est l'heure de l'apéro, Sophie. Allez, viens, on va boire un coup au Père Louis. C'est pas n'importe quel café à Toulouse. Fondé en 1889. 1889. Ah ouais. Donc 1889, moi j'imagine bien que donc dans les années 20, Antoine il vient là boire des verres. Antoine de Saint-Exupéry et puis tous les pilotes de l'aéropostale, tu sais, ils avaient un métier dangereux. C'était un peu difficile, il fallait un petit peu décompresser aussi. Alors ils aimaient bien aller boire des coups et puis faire la fête. Bien sûr, alors, regarde, là, les prix sont encore en francs. Alors moi ce que je te conseille, c'est un petit quinquina à 8 francs. On prend un quinquina à 8 francs. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Bonjour monsieur, on va vous prendre 2 quinquinas à 8 francs. D'accord, tout de suite.
Ah ben aussitôt dit, aussitôt fait, dis donc. Alors j'ai plus mes francs sur moi par contre, comment on peut faire? Un euro, je vais faire la traduction. Oh là là, mais oh là là, je vais prendre moins moi. Oh là, malheureux. Voilà, il faut hurluper. C'est-à-dire? Boire comme ça. Ah oui, c'est chic ça. C'est la quinquina. C'est de l'occitan, faire lupard. Moi j'aime bien hurluper. Hein. Ouais. On hurlupe. hurlupe. Attends, c'est quoi la quinquina? Le quinquina, c'est un arbre. Ouais. C'est un arbre qui pousse en Amérique du Sud. Ok. Et on utilise l'écorce, ça a été à la mode au 19e, vous le retrouvez dans beaucoup d'apéritifs. Donc redites-moi le mot en occitan, Hurlupe. Hurluper. J'hurlupe. Ok. Très bien, merci beaucoup. Faut pas trembler, hein. C'est monsieur qui paye la tournée. Oui. Est-ce que tu as bien hurlupé? Madame est beaucoup plus stable. Ah oui, vous avez remarqué. Merci de le rappeler, monsieur. Je plaisante, faut pas en abuser quand même. Non. Merci, patron. De rien. Merci. Bon ben. Allez, à la santé d'Antoine de Saint-Exupéry. À la santé d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors là, on a quitté le centre-ville de Toulouse et on emprunte l'avenue Antoine de Saint-Exupéry, qui s'est pas toujours appelé comme ça. Ah non, mais c'est le chemin pour aller à Montaudan. Là où je vais te faire visiter l'envol des pionniers, c'était le chemin qu'empruntait Antoine de Saint-Exupéry, puis tous les autres pilotes pour aller au travail. Ah, il en parle dans Terre des Hommes, hein, Ouais, de ce parcours. il y a de très belles pages d'ailleurs dans Terre des Hommes. Sur ça, au début de Terre des Hommes, c'est dans cet endroit-là, au petit matin, où les pilotes parfois apprenaient la disparition de certains de leurs camarades. Il y a vraiment des pages très très émouvantes à ce sujet. C'est vraiment un voyage extraordinaire hein, qu'on fait quand on s'intéresse à la vie d'Antoine de Saint-Exupéry. Quand j'imagine que ça fait presque 100 ans, 100 ans, hein, tout pile, hein, qu'Antoine de Saint-Exupéry a passé son brevet de pilote. Oui, et puis quelques années après, quand il arrive à Toulouse, c'est d'ici qu'il va décoller pour l'aéropostale. Quand je dis ici, c'est vraiment ici, sur ce qu'on appelait à l'époque un champ d'aviation. C'était pas une vraie piste, hein, et c'est de là qu'il décollait comme ça vers les Pyrénées. Et alors ce bâtiment, hein, qui s'appelle aujourd'hui l'Envol des Pionniers, c'est un lieu bien particulier. C'est ici même qu'a été installée la première usine d'avions par Pierre-Georges Latécoère, juste à la fin de la Première Guerre mondiale. Et depuis, on a installé ici un lieu de mémoire pour raconter à tout le monde cette histoire de l'aéropostale qui a tant intéressé, qui est tant importante ici à Toulouse. Oui, parce que qui a fait travailler aussi beaucoup de monde. On parle toujours des pilotes. Il y avait les mécanos et il y avait tous les gens qui travaillaient autour. Les Toulousains ont travaillé avec ces pionniers. Bien sûr, il y avait aussi des contremaîtres. Il y avait des entoileuses. Les entoileuses, c'était les ouvrières. Parce que les femmes, il n'y en avait pas énormément. Mais les entoileuses, elles tiraient comme ça la toile sur les ailes d'avion et elles travaillaient ici dans un ensemble d'une usine gigantesque qui permettait donc de fabriquer ces avions et qui était aussi un aéroplace, comme on disait à l'époque, on ne parlait pas d'aéroport, aéroplace, d'où on partait pour l'Espagne, le Maroc et le Sénégal. Il nous paraissait inutile de faire demi-tour vers l'avion, puisque l'on nous cherchait ailleurs. Au cours des premières années de la ligne Casablanca-Dakar, à l'époque où le matériel était fragile, les pannes, les recherches et les sauvetages nous ont contraints d'atterrir souvent en dissidence. J'accorde une prime de non-casse. C'est vraiment une immersion totale dans le monde de l'aéropostale. Hein, on est sur les vrais lieux de l'aéropostale où tous ces gens ont travaillé, tous ces gens ont imaginé cette ligne aérienne. Il fallait tout inventer, il fallait inventer les avions, il fallait les rendre fiables, il fallait imaginer les escales, parce qu'il fallait défricher pour créer ces escales. Et pour faire ça, c'est une aventure humaine. Mais oui, voilà, c'est vraiment une histoire de solidarité et de fraternité. Fraternité. Et ça, Antoine de Saint-Exupéry en parle énormément dans ses récits. On travaille ensemble,
on vit ensemble, on est solidaires parce que le danger, il est toujours là. Et si on ne s'aide pas entre soi, et c'est ce qu'on raconte ici, ben on ne va pas arriver à faire de grandes choses. Mais tu vois, ici, tout est imprégné de l'aventure de l'Aéropostale. On voit les moteurs, on voit les vrais objets. Tu parles de tout ça avec énormément de passion. Il y a une raison particulière. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, en voyant comment les gens ont imaginé et trouvé des solutions pour relever des défis incroyables dans les années 20, les années 30, bah, ça doit nous aider aujourd'hui à essayer de trouver nous-mêmes des idées pour relever, par exemple, les défis de l'aéronautique aujourd'hui contemporaine. C'est un pilote là qui lui passe? C'est possible parce que tu sais, ici, les pilotes sont toujours là. C'est là qu'ils travaillaient. Ah mais il y a un avion, oui. À cheval sur sa machine. On dérange pas? J'ai pas l'impression. Je sais pas si vous avez vu. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Vous vous êtes perdu, non? Vous êtes nouveau? Oui, oui. Ah oui. On débute vraiment. Bienvenue sur la ligne. Alors, naturellement, sachez donc que le Samson 2A2 devant lequel nous nous trouvons, c'est un peu comme une pièce de musée aujourd'hui. Hein. Et que celui-ci a été abandonné dès 1922. Trop de panne. Une panne toutes les 20 heures de vol, 20 pannes par mois. Vous pouvez éventuellement compter sur votre mécano à l'arrière pour vous en parler. Ou plutôt pour vous le dire, ou plutôt pour vous l'écrire. Vous voyez, c'est-à-dire que la communication dans cet avion est nulle. Ah d'accord. Pas. Donc vous faites passer des petits papiers? C'est ça, on s'écrit beaucoup, vous savez. Oui, on se passe des petites notes, donc ça forcément... Enfin, j'imagine que si vous êtes là, c'est aussi parce que vous êtes peut-être à la recherche de Tonio. C'est qui, Tonio? Ah bah c'est Antoine. Vous Oui, l'appelez Tonio? Oui, il a pas mal de noms, pour tout vous dire, il a pas mal de noms. Certains mécanos l'appellent la reine d'Angleterre. Ben, il faut dire que c'est un conte. Alors comprenez, comme monsieur est noble, forcément, bon... On le taquine un peu. Oui, ça, vous savez, il y a une très bonne ambiance. Enfin, excusez-moi, mais c'est-à-dire que moi, j'ai... Oui, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Ouais, j'ai un métier. Il va falloir que je file. Écoutez, je vais prendre ce courrier. Ça c'est le Camer. C'est le courrier de Casablanca du mercredi. On parle en code sur la ligne, il faudra vous y faire. Vous voyez? Allez, sur ce, je vous laisse. À bientôt. Soyez prudents, hein. On va essayer, oui. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Tu viens de rencontrer Justin, un des comédiens de l'Envol des Pionniers, qui vient comme ça tous les jours. Comme les lieux ont été utilisés, habités par ces pilotes, par ces mécanos, l'idée ici à l'Envol des Pionniers, c'est de les réincarner. Ouais, merci. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te faire découvrir Antoine de Saint-Exupéry, ici à Toulouse. Tonio aura traversé 30 ans de l'histoire de l'aviation. Des avions en bois aux avions de chasse à très haute altitude, notre aventurier du ciel a aujourd'hui de dignes héritiers. Des acrobates, des voltigeurs, membres de l'Amicale de la voltige aérienne, club basé à Montluçon. Ils préparent des compétitions et doivent proposer un programme de figures inclus dans un cube de 1 km par côté. On se met en palier ici et ensuite on fait une figure en 2 temps, 45 degrés montant sur le dos et on sort en poussée, c'est-à-dire toujours sur le dos, donc on a le sang qui monte à la tête et ensuite on enchaîne sur des figures dites positives où le sol est en dessous de nous au lieu d'être au-dessus de nos têtes. La voltige aérienne n'est pas réservée à l'élite. N'importe quel détenteur d'un brevet de pilote peut s'y essayer, à condition d'en avoir les moyens. Comptez 4 à 800 € l'heure de vol. Dans ce club, tous les âges et tous les niveaux. Comme Irène, débutante de 53 ans, venue d'Espagne. J'aime cette sensation d'adrénaline, de pouvoir contrôler l'avion. Il n'y a rien d'automatisé, c'est du vrai pilotage. Je dirais que si moi, j'ai pu commencer à 50 ans, n'importe qui, homme ou femme, peut se mettre à la voltige si ça lui plaît. Jérémy Renard est en équipe de France. Il ne prépare pas un spectacle de danse, mais bien son programme pour les prochains championnats du monde.
On est vraiment dans une espèce de chorégraphie finalement qu'on doit mentaliser et vraiment inscrire dans la mémoire musculaire. Quand tu es en l'air, ça va tellement vite, tu as tellement de choses qui se passent en même temps et d'actions à faire au même moment. Si on ne les a pas répétées avant, on n'a pas la capacité de décision suffisante pour le faire en live. Donc il faut préparer tout ça avant. Battement d'aile. À son niveau, il faut être affûté mentalement et physiquement. Dans son avion, Jérémy dépasse les 400 km/h et est soumis à 10 jets de pression. 5 fois plus que dans un manège à sensations. C'est pas un sport de casse-cou du tout, c'est vraiment plutôt la recherche de la précision et du dépassement de soi, plus que de la recherche d'adrénaline. On fera un tonneau à droite et un demi pause derrière. Très joli l'arrêt, très joli. Légèrement dépassé au tonneau à droite, mais c'est bien. Les figures de Jérémy seront notées par les juges au sol. Il peut donc compter sur les conseils de son coach, Régis Alajoanine, président de l'AVA. Alors attention, hein, t'étais limite des pénalités d'altitude. Hein. Ouais, effectivement, je vais prendre un peu plus de marche, mais ouais, j'avais commencé un peu bas. Tu veux le refaire une fois? Et encore une fois, oui. D'accord, ça va. J'ai la meilleure place, mais à la fin de la journée, je suis fatigué aussi. Hein, parce qu'il faut les surveiller en permanence, tu vois. Voilà, là, lève bien le nez pour qu'il décroche bien. Ouais, torticolis, et puis surtout, coup de soleil. Hein. Là, Jérémy nous fait un très très beau vol. Là. Et l'avion est très beau dans le ciel. Selon les passionnés, voltiger, c'est découvrir la Terre sous des angles jamais imaginés, voler comme les oiseaux ne peuvent le faire. Loin des vols à sensations, à Compiègne, l'association du Cercle des machines volantes tourne à un autre rythme. On récupère des avions dans divers états, mais le but du jeu, c'est de les ramener, les maintenir en état de vol. C'est pas un musée classique, c'est-à-dire statique. Nous, c'est plutôt un conservatoire. Et un avion, c'est pas un tableau, c'est pas une sculpture. C'est une machine volante. Et donc, elle doit fonctionner, sinon elle perd son âme, quoi. Le Cercle est spécialisé dans les machines antérieures à 1940. En effet, du fait de la guerre, beaucoup de modèles ont été détruits ou abandonnés. Ces passionnés retrouvent donc parfois des épaves auxquelles ils redonnent vie, comme ce Mauboussin, un avion de course de 1937. Alors la restauration des avions, c'est assez variable en fait. Ça peut prendre quelques mois comme 10 ans ou 15 ans en fait. Ça dépend de l'état initial de la machine, la complexité de la machine. Et il y a aussi une phase d'étude pour pouvoir trouver les plans, les documents. C'est de l'archéologie industrielle en fait. Alors ça, on a la chance d'avoir la couleur présumée du Mauboussin à l'origine. On a réussi à tomber sur la première couche d'origine et ça correspond tout à fait aux couleurs des avions de course de l'époque. C'est un bleu magnifique. Bleu magnifique, comme celui du ciel dans lequel Frédéric s'envole, avec joie, à bord de ses joujoux volants, comme avant lui les illustres pilotes de l'Aéropostale. C'est la machine à remonter le temps, hein. On se retrouve exactement comme les pionniers de l'époque. Et quand on pense que Mermoz a traversé l'Atlantique Sud avec un avion qui allait à la vitesse de ce biplan, c'est hallucinant, 140 km/h. On se demande comment il a pu faire, sans pilote automatique, sans météo, avec une radio, mais tout juste. C'était vraiment une aventure incroyable, quoi. Marseille. La cité phocéenne provoque chez moi une vraie attraction, et ce d'autant plus quand j'ai appris, il y a quelques années, que la vie d'Antoine de Saint-Exupéry s'était achevée au large des Calanques marseillaises. La fin de vie d'Antoine est digne d'un roman, un mystère resté longtemps entier dont certains ont réussi à percer les secrets. Orsan aime plus que tout plonger. Dans son histoire familiale, Saint-Ex est omniprésent. Orsan ? Salut! Oui. Ah, bonjour! Ça va? Bien et toi? Bah ouais. Tu ranges?
Et oui, malheureusement, je gonfle ma bouteille au cas où, mais je pense pas que ce matin on pourra partir en mer. Ah bon? Le vent est mal orienté, donc sortie en mer, on va se faire tremper. On va préférer attendre de voir si la météo s'améliore d'ici quelques heures ou demain matin. Bon, ben, on verra la surprise si on a la chance de partir en mer toutes les deux. Parce qu'ici, on est à la Pointe Rouge, toujours à Marseille. Hein, le cœur de Marseille est là-bas. Et on a une impression un peu de bout du monde hein, quand on emprunte cette route des gouttes, cette route des Calanques et tout ça. C'est un site exceptionnel. C'est magnifique. Alors, je me sens pas du tout marseillaise comme ceux qui habitent au centre-ville. Moi, j'ai l'impression d'habiter dans un petit quartier. C'est encore une ambiance très village où tout le monde va se connaître. C'est très agréable et on est proche de la nature. D'un côté, la colline qui est à 10 minutes à pied du centre. Ben là, on est au bord de l'eau. On est à 20 minutes du parc national des Calanques en bateau. C'est un endroit exceptionnel. Alors, tu vis dans ton petit village de la Pointe Rouge, comme tu dis. Mais tu as, toi, de l'eau salée qui coule dans tes veines. Hein, parce que tu plonges, tu nages depuis ta plus tendre enfance, grâce à tes parents. Oui, effectivement, avec 2 parents plongeurs, c'est assez facile. Et effectivement, comme tu le dis, j'ai baigné dedans depuis que je suis petite. Et on est la 3e génération de plongeurs dans la famille. C'était mon grand-père, le premier à l'époque, à pratiquer la plongée. Et puis après, il y a eu ton papa, Luc Vanrel, qui est très connu dans le monde de la plongée. C'est un plongeur professionnel à qui on doit la découverte hein, de l'épave de Saint-Exupéry au large de Marseille, là. Oui, elle est là-bas, une de ces calanques. Donc au large de Rio, justement. Et effectivement, je suis très fière de mon père là-dessus. C'est vraiment chouette. J'ai hâte de le rencontrer. On part en scooter, nous deux? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Bon, je suis désolée, Sophie, je te fais passer un petit peu par les sentiers escarpés. Ah non, c'est pas grave, avec plaisir. Le coup d'œil vaut le détour. Ah oui, t'as raison, ça valait vraiment le détour. Ces calanques, elles sont superbes. Hein. C'est un milieu qui reste fragile. On a de nombreuses zones qui sont protégées de par les sentiers terrestres, donc qui sont vraiment accessibles qu'à certaines périodes. Par exemple, en été, les routes, celles qu'on vient d'emprunter à Sormiou, sont fermées. Alors, sur la partie terrestre, je ne suis pas forcément très calée. Moi, c'est plus la partie maritime qui me concerne et que je comprends. Donc, on a une réserve maintenant, une zone de non-prélèvement autour de l'archipel de Riou, principalement, et où, du coup, il n'y a plus aucun chasseur et pêcheur sous-marin. Ce qui a permis donc de faire proliférer, de développer une faune et une flore sous-marine impressionnantes. Ouais. Salut papa, je te présente Sophie. Salut Luc. Bonjour Sophie. J'ai fait un long chemin, Luc, pour te rencontrer. Oui, et puis un certain nombre de virages. Oui, c'est ça. On embarque tout de suite? Allez, on y va. Génial. Alors Luc, Orsan me parlait de ce parc national des Calanques. On parle du massif vraiment des Calanques. On en a un bel exemple là devant nous. C'est cette roche calcaire, c'est typique. Hein? Oui, c'est typique. C'est du calcaire dit urgonien, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus communément la pierre de Cassis. Ok. Avec cette végétation vraiment typique méditerranéenne qui semble comme ça accrochée au rocher. Accrochée, quasiment sans terre. Qui défend sa place comme elle peut. Et qui est très pauvre, hein, très discrète, et qui contraste de façon impressionnante avec ce qu'il y a sous la surface. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Luc pourrait faire sienne cette citation de Saint-Ex. C'est une véritable enquête qu'il a menée pour retrouver l'épave de l'avion de Saint-Exupéry. Des décennies après, il en parle toujours avec la même ferveur. Dans les années 80, je
vais en plongeant découvrir des vestiges d'avions, des morceaux, mais c'est un champ de débris. D'après les historiens, Saint-Exupéry devait être 200 km plus à l'est, hein, plutôt sur l'axe Nice-Bastia, et donc n'avait théoriquement rien à faire chez nous. Mais un pêcheur marseillais, Jean-Claude Bianco, va remonter dans le filet de son chalutier une gourmette qui est marquée, sur laquelle il y a marqué Antoine de Saint-Exupéry. Et à partir de la découverte de cette gourmette, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, si on a trouvé la gourmette d'Antoine de Saint-Exupéry, l'épave de son avion doit être à proximité? Oui, bien sûr. Et donc je replonge et très vite, je vais m'apercevoir que, bah oui, il y a bien un avion de fabrication américaine. Qu'est-ce que tu as trouvé lors de ta plongée pour démontrer qu'il s'agissait bien de l'épave de Santex? Alors déjà, la première des choses, le dernier modèle de train d'atterrissage, qui ne pouvait être que sur cet avion. Ensuite, le nouveau modèle de turboréacteur, le numéro civil de l'avion, c'est-à-dire celui qui va lui donner le fabricant, Lockheed en l'occurrence. Et donc, ce numéro de série civil correspondait au matricule militaire de l'avion de Santex. Et là, qu'est-ce que tu t'es dit? J'ai fait la découverte de ma vie. Oui, l'épave de Saint-Exupéry, c'était une sorte de Graal pour les archéologues et pour les plongeurs. Et chaque fois qu'on me parlait de recherche sur Saint-Exupéry, moi qui étais un jeune lecteur et un admirateur d'Antoine de Saint-Exupéry, je disais, mais laissez-le tranquille, c'est tellement beau, il a disparu comme le Petit Prince, exactement comme le Petit Prince, et rien ne pouvait coller de mieux à la légende du héros de ma jeunesse que ça. Mais le fait d'avoir trouvé des vestiges, forcément, je fais mon boulot, je les étudie, et j'arrive, et c'est moi qui ne voulais pas participer à des recherches Santex qui vais résoudre le problème. Eh ben, peut-être que l'histoire voulait que ce soit toi qui la découvre, cette épave. Il faudra attendre le 27 mai 2000 pour que cette découverte soit totalement officialisée. Luc n'a pas fini de découvrir des trésors dans les fonds marins au large de Marseille, d'autant que certains s'amusent à en rajouter. Anthony a lancé un projet original, le musée subaquatique de Marseille, avec une série de sculptures immergées. Je me suis entouré d'artistes du territoire avec des œuvres en lien avec les fonds marins. Et on a commencé à travailler sur un récif artificiel d'art. On a ouvert un portail sous la mer. C'est un prétexte pour les gens de venir mettre la tête sous l'eau et de venir voir la beauté et la fragilité de ces fonds marins. Alors, comment ça va? Écoute. Check. Ça va, mon pote? Ça va, très bien. Et j'en ai trouvé encore, hein. Regarde ça, dis. Ils sont beaux. Ça devient une collection. Je suis d'accord, ouais. Tu vois, la conicité. Alors celui qu'on a mis au fond de l'eau, il ressemble à ça. Alors celui-là, alors, c'est un mâle ou une femelle? Oh ah, c'est génial, tu l'as fait, c'est la réplique. C'est la réplique en 3D. Cette réplique, c'est celle de l'oursin Test, une des œuvres du musée réalisée par Daniel Zanca. Ce plasticien designer est passionné par la vie aquatique et sa biodiversité. Alors, moi, je ne peux pas vivre sans la mer. Je suis né les pieds dans l'eau à Carthage. C'est ma source, c'est mon fil rouge. Ouais. Avec humilité, je remets au fond de l'eau mes sculptures immergées. Et là, c'est le cas. C'est la nature qui va la transformer, c'est la nature qui va la patiner. Et c'est la nature qui va donner ce trésor aussi pour faire penser que tout ceci est provisoire. Hein. Ça va, Guillaume? Ça va? Alors ça va, toi? Bah écoute, impeccable. Et toi? Magnifique. Ça va bien? Ouais, nickel. En forme? Guillaume travaille sur le projet depuis sa création. Il est plongeur et photographe professionnel. Son métier le fait voyager sur les océans du monde entier, mais la mer de son cœur, c'est celle de son enfance, la Méditerranée. À chaque fois que je vais me mettre dans l'eau, je me dis aujourd'hui potentiellement je peux découvrir une nouvelle espèce, je peux découvrir un nouvel endroit. Et ça, il n'y a que sous l'eau parce que sur Terre on a quasiment tout exploré. Le musée est à 100 mètres au large de la plage principale de la ville, la plage des Catalans, et les œuvres immergées à seulement 5 mètres de profondeur.
La plage est juste derrière. Donc en fait l'idée aussi du musée c'est que ce soit accessible et gratuitement à tous les Marseillais et à toutes les personnes qui vont venir prendre simplement une paire de palmes, un masque et venir pouvoir librement admirer les œuvres sous-marines et la faune qui s'est fixée dessus. Guillaume et Daniel plongent régulièrement pour découvrir l'évolution des œuvres, le développement de ce récif artificiel et la vie qui s'y développe. L'occasion pour Guillaume de faire de nouvelles images. Il est complètement concrétionné. Hein. On voit plus les alvéoles, on les devine. Toute la vie est installée. Il y a des oursins, il y a des petits albins là, tout dedans. Et parfois, l'artiste rencontre des visiteurs en maillot de bain. Oh, c'est super qu'ils aient mis ça dans l'eau. Ça donne envie aux gens d'aller faire un peu d'apnée sous-marine. Oh, c'est sympa. Très joli. Ce qui est génial aussi, c'est les quelques nageurs qu'on a croisés qui venaient nous voir et pouvoir échanger avec eux. Ils hallucinent de voir l'artiste aussi sous l'eau. C'est bien, c'est bien. Ça crée du lien, c'est beau, c'est fondamental. Hein. Ce musée crée du lien et de la réflexion. En général, dès qu'il a décidé à vouloir faire du... En plus de créer un espace de vie pour les espèces sous-marines, il invite chacun à se questionner sur la préservation de ce milieu fragile et trop pollué. Les gens ne se rendent pas compte parce que c'est sous l'eau, mais là, dans le musée, il y a des pneus, des bouteilles plastiques, il y a des déchets, des canettes, de tout. Et à chaque fois qu'on y va, on en enlève et on en enlèvera encore. Ce soir, une conférence pour mieux comprendre la mer et une installation temporaire étonnante. Elles commencent à s'éclairer là, les bestioles. Elles sont lumineuses. Ces bestioles, ce sont des bactéries bioluminescentes. Jérémy est artiste-chercheur. Dans ces sphères, un milieu de culture permet à ces micro-organismes de s'illuminer à la nuit tombée. Bah ouais, regarde, elles sont en train de se réveiller là. Hein. C'est quand même génial. Les créations de Jérémy peuvent aller rejoindre les sculptures du musée et donner une nouvelle dimension à ce projet. On a vraiment l'impression que c'est une lune qui est tombée dans l'eau. Et c'est assez beau en fait. Et en même temps, c'est fait par des bactéries. Donc ça nous rappelle aussi que la planète sur laquelle on vit, on n'est pas les seuls acteurs. Il y a plein d'espèces qui créent le monde. Et on est juste une parmi des milliards d'espèces, quoi. Un jour, dans un cabanon de la Calanque de Sorgnou, j'ai fait la connaissance de Jean-Claude Bianco, un personnage qui a vu sa vie de pêcheur bouleversée par cette gourmette trouvée dans ses filets. Je ne pouvais pas ne pas le retrouver avec les Vanrel, père et fille. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. Alors c'est ton bateau, celui-là? Tout à fait, oui, oui. C'est ce qui me reste comme un bateau. Avant, il était un peu plus gros, maintenant, il est plus petit. Eh ouais, parce que quand tu allais pêcher, tu n'avais pas ce type de bateau. Non, non, j'avais un chalusier de 25 mètres. Ça, c'est un bateau que j'ai hérité de mon père, qu'il avait fait construire pour sa retraite. Ouais, d'ailleurs, il porte le nom de ma mère et de mon père, il s'appelle Marcel Rose. Et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Ah bah, je comprends. Voilà. Alors Orson, le nom de Jean-Claude Bianco, tu l'as toujours entendu? Ah bah Jean-Claude, je le connais, lui et sa bouillabaisse, évidemment. La bouillabaisse? La seule bouillabaisse que j'ai mangée, évidemment. Est-ce que tu l'as trouvée bonne? Ah, je sais pas, je vais devoir la regoûter, je crois. T'en as de la bouillabaisse? Un petit peu, ouais. Un petit peu? En toute objectivité, c'est la meilleure. Allez. Moi, c'est la seule C'est que la j'ai meilleure dans le meilleur cadre pour la manger. Ah bah alors. On va y aller. On te suit? On va dans ton cabanon? Suivez-moi. Je crois que ça va être un bon moment, ça. Oh là 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 là, on n'est pas les plus malheureux, hein. Regarde cette petite allée, là. Une ambiance d'un petit village. Alors voici, vous êtes arrivés au cabanon. Bienvenue au cabanon. Merci. Donc Pichounis. Ça veut dire le petit nid. Eh ben, il est bien beau, ton petit nid. L'oiseau, c'est moi. Ça sent bon la bouillabaisse. Ah, elle est là, la bouillabaisse? Ben ouais. Ah, tu ouais, permets? Oui, bien sûr, oui, oui.
Ça, c'est ce qu'on appelle le fond, c'est la soupe de poisson de roche dans laquelle on va faire cuire les gros poissons de bouillabaisse. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on met comme poisson dans la bouillabaisse? Chapon, rascasse, grondin, ou galinette, parce qu'à Marseille, c'est galinette. C'est ça la galinette, ça vient de là? Tout à fait. Voilà. À l'origine, la bouillabaisse, c'était vraiment le plat des pêcheurs, c'était les poissons qui restaient dans les filets. Exactement, c'était quand les pêcheurs retiraient les filets, il y avait des poissons qui étaient mordus par des crustacés, donc ils étaient invendables. Ils étaient bons à manger, mais invendables. Alors ils les mettaient de côté, ils arrivaient au cabanon, ils mettaient dans l'eau, ils faisaient cuire, ils avaient toujours des pommes de terre au cabanon, de l'ail et de l'oignon, ça se conserve, ça. Ils mettaient tout ça là-dedans, ils faisaient cuire, puis ils mangeaient ça. Maintenant, c'est devenu un plat de luxe. Ouais, c'est ça. Alors moi, il y a une photo qui me touche beaucoup dans ton cabanon, c'est celle-ci. C'est la fameuse gourmette d'Antoine de Saint-Exupéry. On s'installe pour manger la bouillabaisse et on en parle? Et ça, c'est le bateau avec lequel je l'ai pêché. Allez, je te prends ces 2 photos, on s'installe autour de ta bouillabaisse et tu nous racontes tout ça. Allez, je vous en prie. Elle est excellente. Alors. Oui. Ah là là, regardez comme c'est beau. Magnifique. Alors raconte-moi Jean-Claude, comment on fait le service de la bouillabaisse? Eh bien, tu prends des croûtons de pain, tu mets de la rouille dessus, tu mets dans ton assiette et après tu couvres avec la soupe. D'accord. Voilà. Et après on attaque les poissons. Voilà. Ça se mange en plusieurs temps en fait, la bouillabaisse. Elle est délicieuse la bouillabaisse. Elle est excellente. Là, la soupe elle est parfaite, les poissons ils sont merveilleux. Alors toi qui en as goûté d'autres que celle de Bianco, t'en penses quoi? Parce que moi je n'ai goûté que pour la sienne, vu que je ne connais que la sienne. Eh bien, à partir de maintenant, il n'y aura plus qu'une seule bouillabaisse, c'est celle de Jean-Claude Bianco. Ça marche. Ça me rassure. Alors, je voudrais pas que la soupe et les poissons refroidissent, mais Luc m'a raconté l'incroyable épopée de la découverte de l'épave de Saint-Ex. Mais comme il me le disait, tout part d'une gourmette. Celle-ci. Et cette gourmette, c'est toi qui l'as découverte. Dans quelles circonstances? À l'époque, j'étais un vrai pêcheur, j'avais un vrai bateau qui s'appelait l'Horizon, qui est en photo ici, là, tu vois. Et ce jour-là, la météo s'annonçait très mauvaise. Ils annonçaient de très forts orages et Mistral très fort. Donc j'ai dit à l'équipage, on va essayer de faire un coup de chalut si on y arrive, au large des Calanques. Donc on fait route de Somati et on largue le chalut au pied de Rioux, dans des fonds de 80 mètres, 85 mètres. Et on traîne le filet entre Rioux, Cassis-Sormiou. On traîne pendant 3 heures. Au bout de ces 3 heures, il tombe un putain d'orage, comme j'ai rarement vu. Il tombait des trombes d'eau. L'écran radar était blanc, tellement qu'il pleuvait fort. Donc on embarque le chalut à bord, en catastrophe. Et moi, je pars à la passerelle, j'embraye et je fais route pour entrer au port. Demi-heure après, mon second, qui s'appelait Habib, vient me voir à la passerelle et me dit « Jean-Claude, j'ai trouvé une gourmette. » Ah bon, je dis « L'éthanol, c'est l'éthanol, on a gagné la journée, j'ai dit. » Il me dit non, il est en argent, il y a quelque chose marqué dessus. Et il me dit, elle était insérée dans une concrétion, un dépôt calcaire. Elle était entièrement insérée dedans et il n'y avait que ce petit maillon qui dépassait de la concrétion. Alors il me tend la gourmette, j'ai dit ah bon, c'est ça la gourmette? Et je mouille mon doigt puis je frotte là pour voir ce qu'il y avait écrit, parce qu'on voyait qu'il y avait quelque chose écrit mais on n'arrivait pas à lire. Et je nettoie la plaque et je vois Antoine de Saint-Exupéry, entre parenthèses, Consuelo. Sa femme? Ben, je ne savais pas à l'époque. Et dessous, Reynald et Hitchcock, 386, 4e avenue, New York City, USA. Et Reynald et Hitchcock étaient les éditeurs du Petit Prince, mais ça, je l'ai su après. Qui avait offert ce gourmet en 1943 quand il a écrit Le Petit Prince à New York. Bien sûr. Et sur le coup, quand j'ai vu tout ça, je me tourne vers Habib, je dis Habib, on a fait un coup de chalut formidable. Il me dit pourquoi? Je viens de retrouver la gourmette à Saint-Exupéry. Avant vos découvertes, on parlait souvent du mystère Saint-Exupéry, car on ne savait pas comment il était mort. On avait toujours 3 petits points de suspension. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a réussi à mettre un point dans la vie d'Antoine de Saint-Exupéry. Absolument. Et modifier la ponctuation dans un livre d'histoire, c'est un gros travail d'archéologue.
Bravo à tous les deux. Merci de partager avec nous, différentes générations, vos belles histoires. Tout le plaisir a été pour nous. Ouais, vraiment. Merci. Alors, on a fini cette bouillabaisse. Je vais refaire chauffer la soupe parce que c'est parfait comme ça. Ouais, bon, ouais. Voilà l'instant que je regrette le plus dans mes échappées belles, le moment où je dois vous dire au revoir. Merci 1000 fois de m'avoir accompagné pour ce voyage atypique, ces échappées belles sur les traces d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour moi qui suis originaire de la région lyonnaise, qui ai choisi Marseille pour ville de cœur et dont les livres de Saint-Ex n'ont cessé de m'accompagner dans ma vie d'enfant, de femme et de voyageuse. Il y a une phrase que je retiens pour ma part tout particulièrement chez Saint-Ex, c'est la suivante. Nous sommes solidaires, emportés par la même planète, équipage d'un même navire. À travers ses personnages et ses écrits, Saint-Ex a fait pleurer, méditer, réfléchir, voyager des générations d'enfants et d'adultes. N'est-ce pas une belle allégorie sur la vie ? Si vous voulez revivre ces échappées belles, eh bien vous le savez, il y a le replay. Rendez-vous sur France.tv. N'hésitez pas également à nous donner de vos nouvelles sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, faites de beaux voyages.